m'appelle André, j'ai 28 ans, je suis marxiste, révolutionnaire et je suis ancien membre du YPG. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le YPG et quel rôle le YPG a eu dans la guerre en Syrie? C'est les unités de défense du peuple et c'est une organisation armée qui est le bras armé du PYD, Parti de l'Union démocratique, et qui, au début de la guerre civile syrienne, a décidé de défendre d'abord les populations kurdes contre les persécutions du régime et contre les attaques des islamistes en tout genre. Et petit à petit, c'est devenu la principale force de lutte contre l'État islamique et aussi l'organisation armée qui défend la révolution du Rojava. Et du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un peu rapidement la situation au Rojava et le rôle que le Rojava a eu dans la guerre qui a éclaté en Syrie et en Irak? Au Rojava, il y a en ce moment, depuis un certain nombre d'années, une révolution qui est basée sur un système de communes, sur des coopératives et sur un féminisme radical. À partir de 2014, l'État islamique a commencé à attaquer les zones kurdes. Et le moment où ça a été le point culminant, cette première bataille entre l'État islamique et le YPG, ça a été à l'occasion de la bataille de Kobané fin 2014, qui a été très médiatisée en Occident. Et il y a une poignée de combattants qui, avec des armes légères, ont repoussé la déferlante djihadiste dans la ville de Kobané. Et à la suite de ça, le YPG s'est structuré, s'est transformé en force démocratique syrienne quelques années après, c'est-à-dire une coalition qui réunissait le YPG, mais aussi un certain nombre de bataillons arabes, syriaques, aussi le bataillon international et les organisations armées communistes et anarchistes venues de Turquie. Et c'est toute cette coalition qui ensuite a été à la pointe de la lutte contre l'État islamique jusqu'à il y a quelques semaines maintenant, et la chute de Baghouz. Pourquoi cette situation-là en Syrie a suscité ton intérêt à toi qui es français, bourgeois, de classe moyenne, comme tu te présentes Là où j'ai vraiment découvert ce qu'était le YPG, c'était pendant la bataille de Kobané. Et encore une fois, j'ai d'abord été impressionné simplement par le courage des défenseurs de la ville de Kobané. Et ensuite, je me suis rendu compte que ce pourquoi luttaient les Kurdes et le YPG, c'était pas simplement de lutter pour leur peuple et pour leur terre, c'était aussi de lutter pour construire un véritable modèle alternatif. Et cette révolution qui était basée sur la démocratie directe, sur le collectivisme et sur le féminisme. Et c'est des valeurs qui, moi, m'ont tout de suite plu, puisque j'étais communiste depuis mon adolescence et je cherchais quel mouvement aujourd'hui pouvait porter cette révolution et pouvait aboutir à la construction d'un système différent. Et je me suis rendu compte que ce pourquoi les Kurdes se battaient, ça correspondait à la façon dont je voulais voir la société changer. Donc j'ai décidé de les soutenir et j'ai immédiatement compris que pour être efficace, il fallait que j'aille là-bas. Pour être cohérent et pour aller au bout de cette démarche, il fallait que je prenne les armes. Les Kurdes du Rojava, c'est à la fois des personnes qui prennent les armes et qui font la guerre à l'État islamique, mais c'est aussi des gens qui mènent une révolution sociale. Et le principe dont ils se réclament, c'est le municipalisme libertaire. Est-ce que tu pourrais un peu décrire à la fois ce que c'est et comment c'est mis en œuvre sur place dans un contexte de guerre? Ça repose essentiellement sur la commune, c'est cet élément finalement incontournable de toute l'histoire du mouvement ouvrier et qui sert de base à tout ce système du confédéralisme démocratique, où il y a un certain nombre, quelques dizaines ou quelques centaines de foyers qui se réunissent dans une commune et qui ensuite prennent un certain nombre de décisions qui touchent à l'organisation de leur vie quotidienne et qui élisent des représentants à l'échelle d'un district, puis d'un canton, et il y a tout un système pyramidal qui part de la commune pour remonter à l'ensemble des territoires kurdes, majoritairement kurdes ou arabes ou autres, l'ensemble des territoires qui ont été libérés par les forces démocratiques syriennes.
En parallèle, sur le plan économique, il y a aussi, à partir de 2013, si je ne me trompe pas, une politique de réforme agraire, de redistribution des terres. Il y a eu un encadrement de la propriété privée avec le principe de la propriété par l'usage. Donc, si quelqu'un est propriétaire de son magasin, il en reste le propriétaire, mais il ne peut pas le revendre sur un marché ouvert pour spéculer et accumuler du capital. Le troisième pilier de cette révolution, c'est le féminisme, où là, il y a à la fois dans les forces armées, les femmes ont leur propre force armée qui s'appelle le YPJ, les unités de défense des femmes, et qui sont vraiment le fer de lance aussi de la lutte contre l'État islamique ou contre la Turquie. Et du côté civil, il y a tous les postes politiques d'importance sont co-dirigés par un homme et une femme. Il y a des cours sur la domination masculine, sur la sociologie des femmes, l'histoire des femmes qui sont organisées. Il y a aussi des structures qui permettent aux femmes, en cas de conflit dans leur famille ou dans leur foyer, de pouvoir prendre leur indépendance et de pouvoir s'émanciper. Donc il y a tout un tas d'outils qui permettent vraiment de l'émancipation des femmes et la destruction du patriarcat. Cette révolution féministe n'est pas tout à fait aboutie. Tu exprimes des réserves sur la forme que prennent les rapports hommes-femmes au Rojava. Tu parles notamment des tabous qui seraient un peu trop présents. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ces critiques-là? Je crois que tu parlais par exemple d'interdits un peu absurdes comme le fait de ne pas avoir le droit de se brosser les dents ou de se plaigner en présence de femmes ou de choses comme ça. Oui, c'est des choses qui, forcément, en tant qu'occidental, des choses qui m'ont d'abord beaucoup surpris. Mais pour l'ensemble de ces règles finalement qui codifient les relations hommes-femmes, j'ai fini par comprendre qu'elles étaient nécessaires, parce que la société, les sociétés kurdes et arabes dans cette région restent extrêmement conservatrices et extrêmement patriarcales. Et si jamais le YPG et le YPJ ne respectent pas ces règles, ça veut dire qu'un certain nombre de familles refuseraient d'envoyer leurs filles au parti. Et là, ça poserait un véritable problème. Donc c'est par pragmatisme que ces règles conservatrices sont appliquées au sein des forces armées pour que les familles acceptent d'envoyer leurs filles dans le YPJ. Et c'est là qu'il y a une véritable émancipation de ces femmes. C'est une fois qu'elles sont à l'intérieur de l'organisation et des forces armées. Mais pour éviter d'être discrédités aux yeux des civils autour qui, eux, sont très conservateurs, du coup, ils sont obligés d'appliquer ces règles. Est-ce que finalement tu dirais que le Rojava a réussi à constituer aujourd'hui une véritable alternative à la social-démocratie, au capitalisme? Ou est-ce que tu penses qu'il y a certaines limites qu'il faudrait pointer? C'est une révolution qui est jeune et donc le processus révolutionnaire est évidemment toujours en cours. Ce qui a été réalisé d'ores et déjà est énorme. Je veux dire, que ce soit de remettre la commune au centre du projet politique, que ce soit de collectiviser les moyens de production, mais de manière progressive et intelligente. Et cette place accordée aux femmes qui est absolument qui a un énorme pouvoir d'émancipation au Moyen-Orient, tout ça c'est des choses absolument considérables qui à mon avis n'ont pas il n'y a pas de point de comparaison dans l'histoire récente, pas d'autre mouvement qui ait déjà accompli autant. Ensuite, il faut quand même resituer toute cette dynamique dans son contexte. C'est dans un territoire qui reste encore assez pauvre, qui est soumis à un embargo, qui est entouré d'ennemis extrêmement puissants et impitoyables, que ce soit l'organisation de l'État islamique, le régime de Bachar al-Assad ou la Turquie. Et donc forcément, c'est un modèle qui est encore en construction et qui ne peut pas totalement s'épanouir
Et les changements, parfois, prennent un peu de temps, puisque, encore une fois, c'est dans un contexte avec des voisins très puissants, hostiles, dans un contexte de guerre, mais concernant la dynamique révolutionnaire sur place, je suis assez optimiste quant à son avenir. Les dangers viennent plus de l'extérieur. Si jamais demain les pays de la coalition lâchaient complètement le Rojava, là il est possible que le PYD soit obligé de passer un accord avec le régime de Bachar al-Assad. Soit il y a un équilibre des forces, et dans ce cas, ils peuvent trouver un accord qui aboutit à la paix et qui donne une autonomie, cette fois-ci officielle, au Kurdistan syrien, et la dynamique révolutionnaire pourra se poursuivre. Soit ils sont obligés de passer cet accord in extremis pour échapper à une invasion turque, et là ils seront obligés de concéder un certain nombre de points, et là peut-être que la dynamique sur place, révolutionnaire sur place, sera étouffée, mais pour l'instant il est difficile de spéculer et de dire quel sera l'avenir de cette révolution et de ce territoire, parce que c'est une période de grande incertitude. Un paradoxe, c'est que on se figure un peu ordinairement qu'une armée, ça doit être organisé selon des principes un peu de discipline, de hiérarchie, etc. Et donc comment une armée, ça peut s'organiser sur un modèle libertaire? C'est une des choses qui m'a le plus convaincu, et c'est cette organisation des forces armées, démocratique des forces armées, et c'est aussi l'aspect de cette révolution que j'ai le plus vécu, puisque l'essentiel de mon temps sur place, c'était au sein des forces armées. Déjà, il n'y a pas de discipline qui est basée sur un dressage, sur des brimades, comme dans les armées, comme dans les autres armées du monde. C'est une armée où on arrive à obtenir une discipline tout en gardant le respect de l'autre et son esprit critique. Il n'y a pas de grade apparent sur les uniformes, donc il y a évidemment une hiérarchie avec des chefs de groupe, des chefs de bataillon, des chefs de front, ainsi de suite, mais tous les combattants ont le même équipement, le même uniforme, et au sein de chaque unité, il y a un système qui s'appelle les Tekmil, où en fait c'est des assemblées de combattants, où chacun peut prendre la parole librement pour éventuellement mener une critique s'il y a lieu, mais aussi pour critiquer le fonctionnement du groupe, que ce soit sur des choses très anecdotiques qui relèvent du quotidien, ou alors sur des problèmes dans le fonctionnement militaire de l'unité. Et ces critiques peuvent porter sur absolument tout le monde, quel que soit son grade. Donc même le chef d'un bataillon peut être la cible de critiques de la part du combattant de base. Et il y a dans ce cadre du TACMIL, il y a une totale liberté d'expression. Et ces assemblées n'ont pas simplement un rôle consultatif. S'il y a des critiques répétées à l'encontre, par exemple, d'un commandant, ben, au bout d'un moment, il sera démis de ses fonctions et remplacé par quelqu'un d'autre. Donc il y a une vraie efficacité sur le plan militaire de cette démocratie à l'intérieur des forces armées. Et quand on est sur le terrain, c'est la même chose. Si jamais on reçoit un ordre irréaliste de la part d'un commandant qui, lui, n'est pas sur le front, on peut refuser cet ordre et ensuite expliquer pourquoi on n'a pas suivi cet ordre, parce que il était dangereux dans le contexte dans lequel on était. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'améliorer le fonctionnement du groupe, qui permet d'appliquer les principes révolutionnaires aux forces armées, de respecter les individus qui font partie de ces forces armées, et c'est quelque chose de très bénéfique. Toi, tu as passé d'abord plusieurs mois au Rojava entre 2015 et 2016, et après tu y es retourné en 2017, si je ne me trompe pas. Oui. Et bon, malgré tous les doutes dont tu fais part, parfois l'envie de rentrer, les conditions de vie très difficiles que tu décris, tu y es allé 2 fois, tu es resté assez longtemps. C'est quoi les expériences en fait, qui t'ont permis de t'accrocher, qui t'ont donné envie de rester et d'y retourner? Le principal moteur, c'était la conscience de ce que je faisais en ayant rejoint le YPG. C'est la chose la plus importante et la plus utile que j'allais faire de ma vie. Et dans les moments difficiles, je me répétais souvent que j'étais enfin acteur d'une révolution, ce que j'avais toujours voulu en tant que militant, et qu'il fallait que je m'accroche pour être à la hauteur de cette tâche. Ensuite,
Lors de mon second séjour sur place, ce qui m'a motivé à repartir, là, c'était plus de venger les camarades qui étaient tombés au combat contre l'État islamique. Et quand on a vécu quelque chose d'aussi intense que la guerre, quel regard on jette sur les luttes sociales plus classiques telles qu'elles se déroulent en France? Et est-ce qu'il y en a qui suscitent ton intérêt en ce moment? Pour nous, les anciens volontaires, c'est compliqué de s'impliquer dans ces luttes parce que on est tous connus par les services de renseignement, donc c'est c'est difficile pour nous de nous impliquer à 100%, mais oui, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, avec ce que j'en retiens, c'est cette aspiration à la démocratie directe. Et là, il y a un lien avec le Rojava, avec ce système de communes qui est mis en place là-bas. Et évidemment qu'on ne peut pas transposer de manière rigide un modèle d'une région du monde à une autre, mais les grands principes de cette révolution du Rojava pourraient nous inspirer en France pour construire quelque chose. Et du coup, est-ce que tu as fait un peu gaffe à ce qui se passait à Saint-Nazaire ou à Commercy, là où le Rojava est beaucoup cité comme modèle d'organisation démocratique dans les assemblées des assemblées? Oui, j'ai vu et je trouve ça intéressant qu'il y ait ce lien qui ait été fait et que voilà, sur place, les Gilets jaunes étaient dans l'idée de regarder dans le monde quelles pouvaient être les sources d'inspiration et c'était évident, le lien avec le Rojava est encore une fois évident et oui, c'est intéressant, c'est aussi le but des Kurdes sur place qui se battent pas simplement pour leur territoire ou pour une révolution qui serait cantonnée au Kurdistan. L'ambition de ce modèle, c'est aussi d'être une réponse révolutionnaire universelle face à la social-démocratie décadente, face au capitalisme. Et donc oui, c'est très intéressant qu'il y ait des gens en France qui aient fait ce lien aussi. Une des raisons qui a motivé ton départ, c'est la passivité des luttes aujourd'hui en France, et notamment un peu le dogme de la non-violence que tu critiques. Et comment toi tu défendrais du coup l'usage de la violence dans les mouvements politiques, et pourquoi ça t'est apparu comme une nécessité dans ton engagement? Le choix des armes, il est dicté par le contexte. Dans le contexte du Kurdistan syrien, qui était confronté à une invasion de l'État islamique, la violence est nécessaire et elle est légitime, il n'y a même pas à se poser la question. Ensuite, de critiquer la violence par principe, par pacifisme primaire, ça me semble quelque chose d'à la fois dangereux, parce que du coup ça pousse à fermer les yeux sur un certain nombre de luttes, et aussi quelque chose de complètement hypocrite. De France, il est très facile de critiquer la violence et de critiquer des gens qui, eux, se battent pour leur survie. Ouais, tu fais notamment le lien entre ton expérience et celle des brigades internationales engagées en Espagne entre 1936 et 1938, mais tu mentionnes pas, ou pas trop, les autres expériences de lutte armée, comme celles des années 70, Brigade Rouge, Rote Armee Fraction, tout ça. Donc est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles tu mentionnes pas ces autres expériences-là, ou est-ce que c'est simplement qu'elles te parlent pas? C'est, oui, c'est des combats dans lesquels je me reconnais pas, et pour moi, il y a aussi il y a de la dimension internationaliste, c'est pardon, dans les brigades internationales qu'elle a été vraiment incarnée, avec aussi à une échelle massive, puisque là, on parlait de dizaines de milliers de combattants venus des quatre coins de l'Europe, en Espagne. Donc oui, pour moi, c'était le parallèle le plus évident. Après, les époques sont différentes, les contextes sont très différents, donc on peut pas pousser cette comparaison trop loin, mais il y a un, clairement cet héritage de la guerre civile espagnole était présent, notamment dans l'esprit des camarades turcs, communistes et anarchistes, qui au Rojava ont créé le bataillon international de libération, avec un certain nombre de volontaires occidentaux. Et là, oui, ce précédent de la guerre civile espagnole était évidemment extrêmement présent, et l'ambition collective de ce bataillon, c'était de montrer
que l'internationalisme n'était pas mort avec les guerres civiles espagnoles et qu'il était encore possible de le pratiquer aujourd'hui. Est-ce que tu as eu affaire à la police ou à la justice au cours de ton engagement au Rojava? Oui, j'avais été convoqué à mon retour par la DGSI, ce qui était attendu. Et l'entretien s'était bien passé, mais plusieurs mois après, donc tout ça en 2016, 2 jours avant que je prenne l'avion pour retourner au Rojava, la police est venue chez moi pour me prendre mon passeport, ma carte d'identité. Et il m'était reproché voilà, de choses plus fantaisistes les unes que les autres, et qui étaient même en contradiction avec la politique de l'État français au Rojava qui a formé et armé le YPG, et on me reprochait mon appartenance au YPG. Et finalement, j'ai contesté cette décision devant le tribunal administratif et j'ai gagné. Et le tribunal administratif a expliqué que le YPG n'était évidemment pas une organisation terroriste, et donc il n'y avait absolument rien eu d'illégal dans la démarche qui avait été la mienne, et que je représentais absolument pas un danger quelconque. Et l'explication que je trouve à tout ça, c'est une volonté de la part du ministère de l'Intérieur à l'époque d'empêcher les militants communistes et anarchistes d'aller rejoindre cette lutte du Rojava, alors que quand il s'agissait de gens qui, eux, n'étaient pas politisés, ça posait aucun problème. Dans ton livre, tu parles de drones qui sifflent dans les airs, de prises de bâtiments, d'attaques aux lance-roquettes, mais aussi de longs moments d'ennui ou d'attente. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les formes que prend la guerre aujourd'hui? Je ne peux pas parler de la guerre en général. Ce que je raconte dans le livre, c'est mon expérience de la guerre contre l'État islamique à des moments précis. Toutes les batailles sont différentes en fonction de la tactique qui est adoptée. De ce que j'ai vu de mon expérience, il y avait deux temps différents. Les moments où on était positionné en défense sur des lignes de front, et qui étaient les moments les plus calmes, où parfois on était bombardé, on était pris pour cible par des armes à longue distance, que ce soit des canons antiaériens ou par des tireurs d'élite. Mais les phases les plus actives étaient pendant les périodes d'offensive, où là on reprenait des territoires qui étaient contrôlés par l'organisation de l'État islamique. Parmi les différentes opérations militaires auxquelles j'ai participé, tout était différent. Tout était plus ou moins... elles étaient toutes difficiles, mais on rencontrait plus ou moins de résistance. On était parfois en milieu urbain, parfois dans des villages. À Raqqa, il y avait un schéma type de la façon dont on progressait dans la ville, et qui était il y avait un groupe d'assaut qui était désigné de souvent 4 personnes, et qui était emmené par un véhicule blindé dans des quartiers tenus par l'État islamique, et ensuite on devait prendre des points stratégiques dans ce quartier, donc des immeubles, et le véhicule blindé nous déposait au pied de l'immeuble. Ensuite on rentrait par une fenêtre, là où il y avait moins de risques qu'il y ait une mine qui était déposée, et on devait contrôler l'immeuble de fond en comble en utilisant des grenades artisanales pour déclencher les mines qui pouvaient s'y trouver, parce que les combattants de Daesh avaient miné une très grande partie de cette ville de Raqqa. Une fois qu'on avait fouillé l'immeuble, on prenait position pour repousser une éventuelle contre-attaque, et on attendait le reste de notre unité qui venait en renfort. À partir de là, on passait environ une semaine dans cet immeuble à surveiller les environs, à prendre pour cible des ennemis si on les voyait, à repousser leur contre-attaque s'ils en menaient. Et après une semaine, on était remplacé par une autre unité, il y avait des systèmes de rotation. Et dans le livre, tu parles beaucoup de... Enfin, quand tu parles des ennemis, tu parles de djihadistes sans autre forme de précision. Est-ce que face à l'ennemi, tu préfères voilà, justement les maintenir dans cette espèce de flou qui les englobe tous, ou est-ce que c'est par choix, ou est-ce que c'est parce que tu préfères ne pas te demander à quelles organisations ils appartiennent, pourquoi ils agissent ainsi, voilà, qui ils sont de manière générale? C'est un terme qui effectivement est général, mais les combattants de l'organisation de l'État islamique
sont, sont pas plus ou moins dangereux que les djihadistes qui aujourd'hui sont présents dans la province d'Idlib, ou alors que ceux qui sont utilisés comme mercenaires par la Turquie pour occuper le canton d'Afrine. Donc c'est effectivement un terme général que j'emploie parce que cette menace djihadiste peut prendre différentes formes. Quels que soient les groupes, finalement c'est toujours le même fanatisme, toujours le même danger. Et ensuite, non, il s'agit absolument pas d'un terme qui permettrait de déshumaniser l'adversaire ou autre. Il fallait les détruire, et il fallait détruire leur califat et les neutraliser, que ce soit en les tuant ou en les poussant à se rendre. Et là-dessus, j'ai jamais eu aucun état d'âme et je me suis jamais posé aucune question, puisque je savais que c'était nécessaire. Et en voyant, en étant témoin directement parfois de leurs crimes sur le terrain, c'est des choses qui donnent la certitude que ces gens doivent être neutralisés à tout prix. Ouais, pour finir, est-ce que tu aurais un mot à dire de façon libre, sans question particulière? Oui, je pense qu'il est pas trop tard et qu'il serait important que les mouvements, les différentes organisations militantes en France s'intéressent réellement à ce qui se passe au Rojava. Éventuellement que certaines personnes s'y rendent dans le civil pour observer le processus révolutionnaire sur place, pour essayer d'apprendre, d'échanger avec les camarades qui sont là-bas. Et pour moi, il s'agit vraiment du devoir des mouvements révolutionnaires français de s'impliquer du plus qu'ils peuvent dans ce qui se passe là-bas, plutôt que de l'ignorer comme un certain nombre l'ont fait depuis des années, ou de se cacher derrière de vagues critiques théoriques qui en fait n'ont aucun fondement. Je pense il faut que ces organisations et que ces militants jouent pleinement leur rôle aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important au moment où on parle que maintenant que le califat de l'État islamique a été détruit, euh, la cause sur place aura beaucoup moins d'exposition médiatique. Et il y a un risque qui tombe dans l'oubli et qu'ensuite il soit attaqué par le régime de Bachar al-Assad ou par la Turquie dans l'indifférence générale. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se produire. Et en tant que militant, on peut jouer un rôle en parlant de ce qui se passe là-bas, en échangeant avec eux, en apprenant, en les soutenant.